troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom. Le plateau est toujours au complet avec nos invités, Makaïla Ngebla, Oumar Ba et notre éditorialiste Daouda Tal. L'actualité économique à présent, les indicateurs tournent progressivement au vert en Libye. Malgré les violents combats qui opposent différentes factions armées, la production de pétrole, principale ressource du pays, a fait un bond significatif. On fait le point tout de suite avec Gladys Mouamba, on en parle juste après. C'est une première depuis 2014. La production pétrolière libyenne a dépassé la barre des 760 000 barils par jour ce lundi 1er mai 2017. Fin 2014, les combats et les protestations avaient bloqué la plupart des champs pétroliers et terminaux d'exportation. Jusqu'à la réouverture du terminal de Ras Lanouf en septembre 2016, aucun baril de pétrole n'avait été exporté des principaux ports libyens, des pertes considérables pour le pays. La fermeture des ports pétroliers a coûté plus de 130 milliards de dollars à la Libye. La National Oil Corporation est déterminée à accroître la production puisque c'est le seul moyen d'assurer une croissance des revenus de l'État et sauver ainsi l'économie nationale. La reprise de la production et des exportations pétrolières est nécessaire pour l'économie libyenne. Avec des réserves de pétrole évaluées à 48 milliards de barils, la Libye se place au premier rang des pays africains et au 9e rang mondial. Je ne pense pas même l'état de l'industrie pétrolière libyenne permettre à atteindre 1 million 200 000 barils par jour. Je pense le maximum 1 million parce qu'il y a beaucoup de dégâts sur certains puits. C'est irréaliste de dire que la Libye va atteindre plus d'1 million, même dans 2-3 ans. Cette nette augmentation de barils produits pourrait être de courte durée dans ce pays en proie à l'instabilité politique et à l'insécurité et dans lequel l'or noir reste très prisé. Daouda, à quoi est due cette hausse soudaine de la production de pétrole en Libye ? Bon, sans doute une accalmie au niveau des canaux de production et de distribution, parce que, bon, effectivement, depuis 2014, tout était bloqué, aucun baril exporté. Aujourd'hui, on nous annonce 760 000 barils. Donc, je pense que à ce niveau-là, il faut dire que la situation s'est arrangée. Et puis l'État, bon, il n'y a pas d'État, mais on va dire qu'il y a une meilleure organisation de cette compagnie qui se sent sans doute, la compagnie nationale, moins menacée. Vous savez, entre un certain nombre de groupes qui occupaient les puits de pétrole, on a vu l'action du général Haftar à un moment donné qui quand même si elle peut être décriée, était plutôt efficace. Les négociations sous l'égide des Nations Unies, et tout, même si la situation reste toujours confuse, je pense que c'est dû à une certaine amélioration quand même qui existe dans le pays. Qui s'est traduite notamment par la reprise des activités sur plusieurs champs pétroliers. Monsieur Ba, est-ce que cette tendance peut véritablement durer dans ce contexte d'affrontements sporadiques en Libye? Nous l'espérons pour la Libye, au-delà du constat assez amer d'un pays complètement disloqué, mais qui est en train de se relever. Le constat qu'a fait mon prédécesseur est assez pertinent d'un point de vue, voire même très pertinent. Et je pense qu'à ce niveau-là, il faudrait voir que la Libye est assise sur un jugement pétrolier assez important. Ses réserves globales estimées autour de 46 milliards du moins de barils. Et en 2011, par exemple, entre 2011 et aujourd'hui, un déficit net de plus de 130 milliards de dollars, ce qui est énorme. Donc, si aujourd'hui la Libye revient jusqu'à pouvoir avoir une augmentation de sa production autour de 760 000 barils jour, c'est très, très important de mon point de vue. Mais cela est dû surtout à l'action du général Haftar, mais aussi du gouvernement d'union nationale et aujourd'hui de l'appui de la communauté internationale pour permettre ainsi de dégager un peu les milices qui occupaient les champs pétroliers de Cherara et de Doha et d'autre part de contrôler le terminal pétrolier de Ras Lanouf. Mais je pense qu'il y a du chemin à faire pour stabiliser la Libye.
coup sûr. Alors, M. Makaïla, la NOC, du coup, pour le coup, table sur une production de 1,1 million de barils par jour d'ici août. Est-ce que vous pensez que c'est réaliste? Moi, je pense que je peux être réaliste en ce sens que, comme l'a dit Daouda tout à l'heure, l'accalmie relative a essayé de créer une certaine surproduction de 760 000 barils par jour. Je pense que si la communauté internationale, telle qu'elle se mobilise sur la Libye et telle qu'elle met des moyens conséquents pour la stabilité du pays, je pense qu'on peut atteindre effectivement cet objectif. Mais tout dépend aussi des différents acteurs impliqués dans la crise libyenne. Vous savez, le pays est divisé, morcelé, le groupe armé s'entretue entre eux. Je pense que c'est une situation inquiétante et malheureusement, une fois de plus, c'est aussi la faute de la communauté internationale qui a amené ces pays dans une situation quand même inquiétante. Alors Daouda, on a l'impression que malgré la chute des cours du pétrole, la Libye n'a pas véritablement songé à diversifier son économie. Qu'en est-il ? Quand vous êtes dans une situation de crise comme celle-là, vous ne pouvez pas véritablement diversifier votre économie parce que les conditions ne sont pas réunies. Maintenant, vous avez raison, il aurait fallu le faire bien avant, à l'époque de Kadhafi. Mais bon, aujourd'hui, ça me semble très difficile déjà. Avant de pouvoir diversifier, il faut disposer d'un plan de développement, d'un cap à suivre. Et pour l'instant, ce cap-là, il faut un gouvernement qui puisse le dérouler. Et ce gouvernement ne fait pas l'unanimité au sein des groupes armés en Libye. Donc ça me semble compliqué de mener toute politique économique, sociale qui puisse permettre aujourd'hui d'aller vers la diversification de l'économie libyenne. Mais ça ne devrait pas tarder parce que le danger, c'est que la Libye est en train de puiser dans ses réserves. Vous savez, les réserves libyennes commencent à fondre petit à petit parce que pour compenser les recettes d'exportation du pétrole, pour pouvoir faire face aux besoins du pays, il faut bien prendre au niveau de la Banque centrale et c'est là le danger. La diversification, je pense, Daouda, la diversification ne peut être possible qu'avec une stabilité politique, la paix civile, le retour de la paix civile dans le pays. Or, effectivement, nous sommes beaucoup plus divisés. Il y a les milices armées qui sont aussi vers Safra, il y a aussi le général Haftar qui, de son côté, aussi, et aussi le gouvernement soutenu par la communauté internationale. Donc, je pense qu'il faut beaucoup d'implications massives de la communauté internationale pour pouvoir s'attendre effectivement à cette diversification de produits pétroliers en Libye. Merci M. Makaïla. Dans l'actualité économique également en Algérie, les autorités ont décidé de donner une nouvelle orientation à la politique publique en matière de télécommunications. Les activités d'Algérie Télécom fixe, mobile et satellite seront désormais gérées par une même entité, le groupe Télécom Algérie GTA. Les détails avec Ibrahima Dioumaba. En Algérie, le gouvernement a décidé de donner une nouvelle orientation au secteur des télécommunications. Les activités d'Algérie Télécom, jadis réparties entre Algérie Télécom, Mobilis et Algérie Télécom Satellite, sont fusionnées dans une nouvelle entité dénommée Groupe Télécom Algérie, qui englobe le fixe, le mobile et le satellite. L'information a été dévoilée le 30 avril 2017. Avec la restructuration d'Algérie Télécom, les autorités entendent redynamiser le secteur avec de nouvelles offres. Groupe Télécom Algérie pourra commercialiser des services satellitaires et de la bande passante, déployer des services et utiliser les infrastructures en Algérie, notamment le nouveau data center d'Algérie Télécom en cours de construction. Les autorités ont restructuré Algérie Télécom en accord avec le Conseil des participations de l'État. L'un des objectifs visés par l'Algérie, c'est la conquête du marché africain. Je pense que l'Algérie a les moyens, effectivement, de réussir, effectivement, sur cette diversification de son économie. Et tel qu'on connaît le boom du télécom à l'échelle mondiale, pas seulement à l'échelle africaine, je pense que c'est une décision sage qui pourrait effectivement permettre à l'Algérie de s'implanter dans toute l'Afrique. L'État algérien compte accompagner Groupe Télécom Algérie dans son management économique et financier, ainsi que la planification. Certains pays comme le Mali et le Niger ont d'ailleurs manifesté leur intérêt pour l'expertise algérienne en matière de télécommunications. Monsieur Ba, le regroupement de ces trois entreprises publiques, c'est la garantie de plus de transparence ?
dans une certaine mesure, et déficience opérationnelle. N'oublions pas que l'Algérie a négocié des contrats avec, comment dirais-je, un accord avec la BAD, la Banque africaine de développement, en joint venture avec des pays comme le Niger, le Mali et le Tchad. À ce niveau-là, aujourd'hui, pour permettre à l'Algérie de pouvoir installer surtout la fibre optique dans différents pays africains, ce qui voudrait dire qu'il y a là un jugement assez important pour les télécommunications algériennes. Daouda, est-ce que ça implique un changement au niveau du fonctionnement des filiales, ce genre de restructuration? Oui, ça va entraîner un changement. Les filiales vont être restructurées également pour que la politique de gouvernance qui est décidée au niveau au plus haut puisse être opérationnalisée de manière efficace. Donc je pense qu'il faut s'y attendre. Maintenant, l'important surtout, c'est qu'il n'y ait pas de perte d'emploi, c'est qu'il n'y ait pas de conditions sociales difficiles pour les travailleurs. Et je pense que ça, l'État algérien est assez conscient de ce défi-là. L'objectif étant de mutualiser les moyens, je pense que c'est une bonne décision de mon point de vue. Maintenant, il faut toujours éviter enfin de pouvoir disposer d'une seule entité qui finalement nécessite des interventions de l'État en termes de subventions, etc. Je pense que si la gestion est efficace, cette opération peut être une véritable aubaine pour l'Algérie. Je pense que cette fusion intervient dans un contexte où la téléphonie mobile connaît un boom particulier, notamment en Afrique au sud du Sahara, et l'Algérie qui possède des moyens technologiques quand même hautement élevés, a bien vu effectivement de se tourner vers l'Afrique noire, l'Afrique au sud du Sahara, où les pays comme le Mali, le Niger, le Tchad, mais aussi le Sénégal, qui sont aussi tournés vers des opérateurs téléphoniques comme Orange, etc. Mais je pense que la présence effectivement des téléphonies de l'Algérie sur ces marchés africains pourra quand même connaître un essor économique important, non seulement pour l'Algérie, mais aussi pour nos pays en développement. Allez-y. C'est d'autant plus intéressant que l'Algérie s'apprête à lancer son satellite de télécommunications en juin 2017, ce qui permettrait ainsi de pouvoir permettre la connectivité dans les zones désertiques et même parfois difficiles d'accès, ce qui voudrait dire que sa stratégie en termes d'optique qui permettrait de pouvoir, comment dirais-je, finaliser la construction de sa ligne au débit, n'est-ce pas, de la transsaharienne entre Alger et Ain Ghazan, pourrait être importante. Mais cela suppose de pouvoir ramener la paix et donc un peu juguler et même cantonner, pour ne pas dire maîtriser le défi terroriste, sinon ça ne marcherait pas, parce qu'il y a des retards qui sont quelque part enregistrés. Moi, ma seule inquiétude, c'est aussi lié à la fibre optique qui était annoncée depuis en fanfare dans les années 2000, je pense 2010, en fanfare, comme quoi l'Afrique allait quand même diversifier la fibre optique de l'Éthiopie jusqu'en Afrique au sud du Sahara, mais malheureusement... ça a commencé. On ne sent pas un certain, par exemple, au Cameroun, où l'État camerounais a revendiqué un certain nombre de moyens colossaux à des pays comme le Tchad, des pays comme le Congo. Donc ça m'interpelle un peu, est-ce que vraiment, si le gouvernement algérien est enclin, ou bien dans la disposition effectivement d'encourager l'implantation sur l'ensemble des pays africains de la fibre optique, je pense que c'est une avancée historique, une avancée aussi technologique pour le continent. Oui, c'est très important ce que vous dites, mais il faut corréler ce que vous dites avec l'initiative africaine des télécommunications. Et à partir de ce moment-là, dans le cadre de l'agenda 2063, je pense, il faudrait voir qu'il y a ces deux logiques-là, des États, mais aussi au niveau régional, qui méritent d'être plus ou moins. Il faut aussi ajouter la volonté politique, effectivement. Au niveau régional, c'est surtout l'opérationnalisation du NEPAD, à mon avis. C'est vraiment l'entité au sein de l'Union africaine qui peut déployer ce type de projet panafricain. Ma crainte reste toujours la même, c'est que la volonté politique doit être déterminante, parce que moi, c'est en train d'être fait. Il y a une stratégie très claire là-dessus. Maintenant, restent les moyens de mon point de vue. Merci, messieurs. C'est à présent la fin de cette émission. Le dossier de ce mercredi sera consacré au rôle des radios communautaires dans le processus de décentralisation au Bénin. Monsieur Oumar Ba, merci d'avoir été avec nous sur ce plateau
bientôt. Je rappelle que vous êtes politologue. Nous vous remercions ainsi que l'ensemble des téléspectatrices et le staff technique. Merci à vous également, Monsieur Makaïla Ngebla. Je rappelle que vous êtes journaliste blogueur. Tout à fait, oui. Merci à vous aussi d'avoir animé de bout en bout ce débat assez intéressant et riche pour les téléspectateurs d'Africa 24. Merci et merci à vous, Daouda, pour votre participation à cette émission. Bon, comme d'habitude, c'est un plaisir renouvelé et partagé. Graziella, bonsoir à toutes et à tous. Et merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. Restez sur Africa 24 dans quelques instants, le journal de la rédaction.